Israël poursuivra le combat. Le Premier ministre de l'État hébreu a juré hier de continuer à combattre le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban. Il a même qualifié cela de mission sacrée à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Une mission sacrée, l'occasion ce matin de s'interroger. Ce conflit est-il un conflit religieux ou un conflit politique ? Avec notre invité, nous allons aussi interroger les risques d'embrasement régionaux, notamment avec l'Iran, Louis Dauphren. Eh oui, mission sacrée, vous avez raison d'insister sur cette expression qui suscite beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce que ça veut dire, une mission sacrée ? Je pense que Gilles Kepel aura beaucoup de choses à dire sur cette question pour essayer de nous éclairer. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Professeur des universités, spécialiste de l'islam et du monde arabe, vous publiez chez Plomb Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre. Quand Benyamin Netanyahou dit que battre le Hamas et le Hezbollah, c'est une mission sacrée, y a-t-il là une connotation religieuse pour lui ? Entre autres choses, parce que Netanyahou, d'une certaine manière, fait feu de tout bois et sa majorité tient en grande partie grâce aux 18 députés de la Knesset qui suivent de ce qu'on appelle les sionistes religieux ou les suprémacistes juifs qui suivent Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, pour lesquels la référence biblique est un élément clé dans la réalisation du projet sioniste. Si vous voulez, pour eux, le personnage de Josué détruisant Jéricho après l'épisode des trompettes jusqu'à ce qu'ils soient tous massacrés est un élément important dans leur représentation, par exemple, de ce qu'ils appellent la Judée-Samarie et non pas la Cisjordanie, d'où les Palestiniens doivent être chassés comme l'étaient les Cananéens massacrés jusqu'au dernier à Jéricho. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui en Israël a pris une beaucoup plus grande importance qu'autrefois, avec d'ailleurs la contrepartie qui fait qu'une grande partie des étudiants de yeshivot, c'est-à-dire d'écoles religieuses, non pas ceux des sionistes religieux qui, eux, vont à l'armée et même s'engagent dans les troupes de choc, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais ceux qui sont dans la prière, aussi bien le chasse séfarade que le judaïsme unifié de la Torah ashkénaze, eux sont dispensés du service militaire. Quand Ben Gourion, alors qu'en Israël tout le monde le fait, y compris les femmes, c'est un enjeu gigantesque, surtout aujourd'hui où il y a une mobilisation permanente, de nombreux morts, et où l'économie du pays est déstabilisée par ça. À l'époque où Ben Gourion, en 1948, avait exempté les étudiants de l'école religieuse, donc de yeshivot, parce que c'était une manière de faire le lien entre l'État d'Israël moderne, nationaliste, et puis la tradition juive à travers le siècle, religieuse justement, les gens qui mémorisaient la Torah, puisque le judaïsme se base sur ce que les juifs appellent zachor, c'est-à-dire souviens-toi, remémore, récite. Ils étaient 400. Aujourd'hui, ils sont 60 000. C'est vous donner une idée du poids qu'a acquis la vision religieuse du monde. Ça, c'est pour la religion juive, mais en face, il y a aussi l'islam, les chiites, les sunnites. Est-ce que c'est un conflit de religion là qui s'oppose entre musulmans et juifs ? Pas uniquement, mais c'en est l'une des ressources, l'un des carburants, si j'ose dire. Et le Hamas, bien évidemment, c'est un parti islamiste. C'est plus justement un parti nationaliste. Enfin, il a repris le nationalisme, mais en le diluant dans une volonté islamiste. Et le 7 octobre lui-même, dans son action, on a vu hier donc d'innombrables images, de nouveau du massacre des Juifs et d'autres Israéliens qui se trouvaient là, qui n'étaient pas forcément Juifs aussi, ou des immigrés qui travaillaient dans les kibbutz. Qui est perçu par les victimes, c'est-à-dire par les Juifs, comme un pogrom, comme le pire pogrom depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour les assaillants du Hamas, c'était une razzia, qui vient de l'arabe razwa, de même que et qui désigne la manière dont dans l'islam ancien et dans l'histoire arabe aussi, on pratiquait la guerre. Et Ben Laden appelait par exemple le 11 septembre, qui par bien des échos est une sorte de prémonition du 7 octobre, la double razzia bénie, en arabe el razwaten et mubarakaten, double parce que contre New York et Washington. Et de même, la razzia du prophète contre l'oasis juive de Khaybar,
en 628 de l'ère chrétienne, 7 de l'ère hégirienne, est un élément très important, si vous voulez, dans l'éducation islamique aujourd'hui, surtout quand elle est prise en main par des militants islamistes qui prennent tout au pied de la lettre, qui préfèrent l'esprit à la lettre, pour parler quelque chose qui aura du sens pour vos auditeurs, et qui explique comment le prophète a massacré les Juifs de cette oasis pour notamment prendre leur argent, et avec dans la Sira an-Nabawiya, c'est-à-dire l'histoire sainte du prophète, des expressions d'une cruauté terrible. Et quand vous regardez ces images du massacre, il y a bien sûr des décennies de frustration accumulée, de la domination, d'humiliation, de la domination israélienne. C'est, vous voyez, la violence. Et en même temps, on sent bien qu'un certain nombre de ceux qui passent à l'assaut, dans ces conditions qui déshumanisent totalement leurs victimes, leurs adversaires, sont imbibés d'une tradition sacrée qui est bien sûr interprétée, manipulée, que vous voudrez, par les militants de l'islam politique. Et idem pour, vous parliez des chiistes et sunnites, bien sûr, ce qui était très important pour les Iraniens, c'est d'arriver à mobiliser par-delà le chiisme l'ensemble des musulmans contre l'État hébreu. Et ça a été justement quand l'Iran a créé le Hezbollah pour attaquer Israël, pour se protéger lui-même d'une éventuelle manière préemptive d'une frappe israélienne sur ce dont on parle aujourd'hui, sur les sites pétroliers ou les sites nucléaires iraniens. C'était aussi pour s'efforcer de rafler la mise et de marginaliser les dirigeants sunnites qui, eux, dans le Golfe, aujourd'hui, sont plutôt dans une logique, dès qu'ils le peuvent, de signer un pacte avec l'État hébreu pour créer une sorte de zone de prospérité au Moyen-Orient. Oui, la dimension religieuse, elle n'est pas exclusivement là, mais elle est très présente pour comprendre notamment les mobilisations. Mais diriez-vous, Gilles Kepel, que ces peuples sont enfermés dans des traditions dont ils n'arrivent pas à sortir, en fait, pour se libérer et entamer une démarche de progrès? Il y a eu probablement une immense déception lors des indépendances, où vous aviez finalement un discours plutôt sécularisé ou même laïcisé. Tous ces groupes d'indépendance avaient à la fois je vous parlais de l'Algérie à l'instant, le FLN avait un discours marxiste, enfin en français. La mobilisation en arabe ou en dialecte des masses, elle recourait bien sûr au djihad, par exemple. Les moudjahidines algériens, ce sont mot à mot ceux qui font le djihad, mais qu'on traduit ensuite en français comme des combattants. Enfin, on a gardé le terme moudjahidine généralement dans le terme français, oui. Donc tout ce registre est double, et les désillusions de l'indépendance, la corruption, etc., ont eu pour effet, à partir des années 1980, une mobilisation qui a dit s'ils sont corrompus, sont des corrompus sur la terre, c'est parce que ils ont rejeté Dieu, etc. Et vous l'avez aujourd'hui ça en France aussi, où les mobilisations religieuses de tout ce qu'on a connu avec les vagues djihadistes à travers Daesh, etc., même si elles étaient très extrémistes, retrouver cela dans leur fond, ce qui vous amène au phénomène islamo-gauchiste aujourd'hui, dont Jean-Luc Mélenchon est un peu le parangon, et surfe, tous ces marxistes athées, disons, surfent sur les mobilisations religieuses, et Mélenchon mobilise sur la lutte contre l'islamophobie. On a commencé à en parler, l'ombre de l'Iran aussi plane au-dessus de ce conflit. Pour vous, Gilles Kepel, quel risque d'un embrasement régional, avec en particulier l'entrée encore plus importante, imposante de l'Iran dans le conflit? Alors, les Iraniens, en fait, ont été depuis le début la cible de Netanyahou. Il faut bien voir que Netanyahou porte une assez lourde responsabilité dans la possibilité du 7 octobre. C'est pas lui qui l'a causé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien sûr, mais j'y viens tout de suite. Mais parce que lui-même a encouragé Sinwar. C'est lui qui a fait libérer Sinwar de prison avec 1206 autres captifs contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit. À l'époque, un mort ou un otage israélien en valait 1206. Aujourd'hui, il a passé largement les otages par pertes et profits pour se focaliser sur la victoire militaire, au moins tactique, et parce que d'une certaine manière, un peu comme le Kaiser avait envoyé Lénine en train blindé
à Saint-Pétersbourg pendant la Première Guerre mondiale pour faire imploser le régime tsariste. Effectivement, ça a marché et ça a fait ensuite le communisme. De même, Netanyahou a envoyé Sinwar à Gaza dans la perspective, qui était très bien connu. Sinwar, il avait passé 22 ans en prison, le dentiste de la prison, qui est un informateur des services secrets, qui a sauvé la vie de Sinwar en détectant un cancer, écrivait beaucoup sur lui. Il savait très bien quel individu d'une extrême radicalité c'était, pour s'emparer du pouvoir à Gaza. Comme ça, tel François Mauriac, disant après la Seconde Guerre mondiale, j'aime tellement l'Allemagne que j'en veux deux. Il y avait deux Palestines, celle de la Cisjordanie, avec Mahmoud Abbas, considéré comme inefficace, corrompu, etc. Et de l'autre, les fanatiques de Gaza. Et quand on lui disait, faites la paix, reconnaissez l'État palestinien, il pouvait dire d'autant plus, mais de quoi parlez-vous? Il y en a deux qui se battent entre eux. Et donc, ça lui laissait une opportunité. Il était convaincu que Sinwar et que le Hamas finalement tirerait parti de cette espèce de situation qu'il avait encouragée avec l'aide du Qatar et des États-Unis, en faisant financer le Hamas par le Qatar chaque mois 30 à 40 millions de dollars qui arrivaient par une navette en avion de Qatar Airways à l'aéroport Ben Gurion, emmené par le Mossad à la frontière. Également en laissant passer toutes sortes de choses par les tunnels de contrebande avec l'Égypte, sans se rendre pour faire qu'une espèce d'économie grise. C'était l'enrichissez-vous si vous voulez. Et du coup, vous oublierez l'État palestinien. Et en réalité, passer sous ces tunnels, qu'aujourd'hui il a bloqué en contrôlant le corridor de Philadelphie, tout ce qui allait alimenter. Les images d'hier étaient très frappantes. Vous aviez l'impression dans les assaillants du Hamas, il n'y avait pas que, d'autres s'y sont joints, mais quand même on les voit tous en uniforme avec leurs insignes distinctifs. Du reste, un certain nombre d'Israéliens ont cru que c'était l'armée israélienne. Ils ne s'attendaient pas à voir des Palestiniens en uniforme. Comment tout ça est-il passé? C'est passé sous les tunnels. Et c'est-à-dire que Netanyahou a manqué terriblement de vigilance du point de vue de la défense. Mais il pensait les acheter. Oui, il pensait les acheter, mais il n'a pas vu ce qui passait sous le tunnel, si vous voulez. Et les Égyptiens en profitaient parce que ça leur permettait de tenir les gens de Hamas, mais il laissait passer beaucoup de choses. Je pense que l'état-major égyptien s'est pas mal sucré au passage aussi. Donc, vous voyez, vous avez cette situation aujourd'hui où Netanyahou, pour compenser d'une certaine manière son échec, et qui est un échec qui est très très perçu. Hier, la journée de célébration, 7 octobre, enfin de commémoration, a été aussi marquée par un ressentiment très fort, vous l'avez vu en Israël, on a vu les images des familles d'otages, qui disaient les otages, il s'en fout complètement, et il est dans sa logique guerrière parce qu'il veut apparaître comme le nouveau Josué, si vous voulez, celui qui va détruire les ennemis d'Israël, et en particulier la liquidation du Hezbollah, la décapitation du mouvement. Maintenant, si on ne peut plus acheter, si Israël ne peut plus acheter ses adversaires ou les corrompre, ça veut dire que ça ferme une porte dans la manière de les gérer autour de soi. Donc il n'y a plus que la destruction. Exactement. Et sinon, quoi d'autre? Oui, c'est ainsi que les choses sont en train de se passer. Mais alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que au Liban Sud, Israël a remporté probablement, pour l'instant, un succès militaire tactique, si vous voulez, avec des effets collatéraux, comme on dit d'une manière horrible, c'est-à-dire que vous avez, certes, alors c'est la guerre, les dirigeants du Hezbollah, une grande partie d'entre eux sont morts, mais en état de nuire, entre guillemets, mais vous avez des centaines de milliers de Libanais, dont co-religionnaires catholiques, qui sont aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de chrétiens dans le sud aussi, il y a des villages à la frontière israélienne, vous avez un village chiite, un village chrétien, mais il y a beaucoup plus de chiites du fait de la démographie différentielle, mais tous les chrétiens sont partis aussi, sont aujourd'hui, dorment dans la rue à Beyrouth, etc. Vous avez la dévastation sur les familles et compagnie. Donc, il y a des effets seconds très importants, et c'était le sens de l'appel du pape François, que vous avez relayé tout à l'heure. C'était aussi le sens de la prise de parole du président Macron au sommet de la francophonie. Alors, on lui a reproché tout et son contraire, mais la francophonie, le Liban, on est l'un des pays fondateurs, et c'est le Liban qui est d'une certaine manière... La francophonie, si j'ose dire, c'est entre guillemets, le sud global, je n'aime pas trop cette expression, de la France. Donc Macron pouvait-il dire autre chose au Liban que nous pensons à vous?
Vous parlez justement des enjeux géopolitiques. Qu'est-ce que ce conflit dit des nouveaux enjeux géopolitiques, des nouveaux équilibres mondiaux? Hier, à ce micro, Bertrand Badi disait que désormais, il n'y avait plus d'intérêt à faire la guerre, puisque quand on regardait depuis 1945, faire la guerre, eh bien, ça impliquait, notamment dans l'opinion publique, une forme de détestation. Et donc, il y avait un intérêt à la paix. C'était en tout cas la thèse qu'il a défendue hier. Qu'est-ce que ça dit, ce conflit, des nouveaux équilibres géopolitiques? Écoutez, je souhaite à mon ancien collègue Bertrand Badi que Dieu l'entende, si vous voulez, donc surtout chez vous. Mais non, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la guerre, la paix et guerre entre les nations, il faut toujours revenir à... Moi, je pense qu'il faut revenir à Aaron. Il vaut mieux avoir raison avec Aaron que tort avec Sartre, contrairement à la plupart de mes anciens collègues de l'université. Mais là, la question, justement, c'est de savoir dans quelle mesure l'Iran va être attaqué ou non par Israël. C'est ça, c'est le calcul aujourd'hui. La destruction du Hezbollah, en fait, par-delà le Hezbollah lui-même, à ce point qu'il n'est pas complètement détruit encore, dans le sud, c'est-à-dire dans le gruyère de tunnels et la taupinière de galeries qu'il y a là, le Hezbollah, ce qu'il en reste, est capable de mener une guerre d'usure et d'infliger des pertes importantes à l'infanterie israélienne, aux fantassins israéliens. C'est ce qui se produit jour après jour. Il y a des morts tous les jours. Mais l'idée, c'est d'affaiblir considérablement l'Iran en détruisant son rempart avancé. Le Hezbollah, c'était le glaive et le bouclier de l'Iran qui permettait de ne pas exposer le territoire iranien. Le Hezbollah détruit, le territoire iranien est exposé en première ligne. C'est pourquoi les Iraniens ont dû envoyer 2 salves. La première, le 13 avril, parce que les gardiens de la Révolution s'étaient fait massacrer en Syrie. Et la deuxième, la suite de l'assassinat de Hezbollah. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir été ce matin. Je rappelle votre livre « Le bouleversement du monde, la presse, cet octobre ». C'est aux éditions de Plomb.